Bonjour à tous, ici Dominique Blais pour Je me lance. Aujourd'hui, Teddy Milama rencontre Honorine Lomboulou et ensemble, ils discutent de savoir donner pour mieux entreprendre. Allô, bonjour, ici Teddy Milama pour le nouvel épisode de Je me lance. Je suis en compagnie de Honorine Lomboulou, qui est une entrepreneur, on va dire une entrepreneur avec un grand E. Mais avant de parler de son côté entrepreneurial, on va déterminer qui elle est, comment elle a fait pour arriver là et puis qu'est-ce qui la passionne. Donc, Honorine, rapidement, qui es-tu? Alors, je suis une femme africaine, originaire du Congo et du Sénégal, et je vis à Montréal, qui est ma terre d'adoption depuis plusieurs années maintenant. Et je suis une passionnée d'entrepreneuriat, une professionnelle en communication, avec un intérêt marqué pour les communications digitales et le e-commerce. Wow, ok. Ça, c'est vachement conscient. On sent que tu es une spécialiste des communications. Parce que ton pitch est vraiment blindé. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené justement au Québec? Écoute, ce n'était pas un choix. C'est plutôt une décision familiale, tout simplement. Mon père travaillait déjà au Québec depuis ma naissance. Donc, quand j'ai grandi, la suite de mes études se dessinait déjà au Canada. J'y venais déjà en vacances quand j'étais plus jeune. Donc, c'est une transition qui s'est faite naturellement. Je n'ai pas vécu le dépaysement, la transition, etc. C'est comme si j'avais toujours été préparée à ce que la suite de mes études, de ma vie d'adulte se fasse au Québec. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Montréal. Ok, donc en fait, tu n'as pas pris une décision comme le font certains étudiants de la diaspora qui viennent ici juste pour étudier et puis qui n'ont pas de parents, etc. Non, pas du tout. Moi, ce n'était pas mon cas. La seule décision que j'ai eu à prendre, c'était qu'est-ce que j'allais faire une fois ici. Mais c'était clair que moi, venir au Québec, c'était beaucoup plus simple pour ma famille, étant donné que j'avais déjà les papiers. Donc, au niveau des frais scolaires, ça revenait moins cher. Donc, la décision s'est faite simplement. Ok, ça c'est intéressant parce que au moins ton histoire change de ce qu'on a l'habitude d'entendre au niveau du processus d'immigration. Ma question ensuite serait, ok, une fois que tu arrives au Québec, comment tu as choisi ta discipline? Comment tu as choisi par exemple de devenir étudiante en communication? Écoute, ma volonté, c'était d'abord d'aller dans le cinéma. Moi, je voulais être réalisatrice de films. Depuis que j'étais enfant, j'étais parmi les rares personnes qui s'intéressaient aux écritures à la fin du film. Et je regardais tout le temps les noms, je les lisais à haute voix et je ne voulais pas qu'on change de chaîne avant que j'ai fini de lire les noms à la fin des films quand ça défilait. Et je disais à ma mère, mais maman, il n'y a jamais de Diop ou de, je ne sais pas, Malondo, quelque chose. Mais pourquoi ces films, il n'y a pas de nom? Un jour, on verra Lombolo à la fin de ces films-là. Et ça, c'était ce que je voulais. Et j'avais déjà des gens dans la famille qui étaient dans le cinéma. Et j'étais figurante dans tout projet cinématographique qu'ils avaient. J'avais des rôles quand j'étais petite. Et c'était mon rêve. Sauf que mon père n'était pas de cet avis. Il n'était pas de cet avis. Il me disait, tu sais, il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Donc, peux-tu faire quelque chose qui va te permettre de gagner ta vie dès la sortie de tes études? Et donc, il a fallu que et ma mère a réussi à me convaincre. Elle me disait, tu sais, elle me donnait des exemples. Elle me dit, regarde tel, il n'a pas fait forcément des études en cinématographie, regarde tel. Donc, si c'est une passion, ça pourra toujours te rattraper plus tard. Bref, elle sait comment me prendre dans le sens des poils. Et on cherchait ensemble. Et elle me disait, mais tu sais, depuis que tu es enfant, tu as toujours énormément parlé. Donc, peut-être que les communications, ça pourrait être quelque chose pour toi. Et donc, j'ai commencé à me renseigner sur ce que c'était que la communication. Je pensais que tu allais nous dire que tu as commencé à parler plus. Non, pas du tout. J'ai commencé à me renseigner, etc. Et j'ai trouvé le domaine des communications intéressant parce que j'aimais le côté versatile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est dans les communications peut autant travailler pour McDo que pour Ubisoft, que pour la ville de Montréal, etc. Après, chacun choisit le domaine dans lequel il se spécialise pendant des années.
Mais une fois qu'on a les compétences de base, on peut vraiment balayer de larges domaines. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Ah bah c'est justement intéressant de voir comment dans ton parcours, c'est un peu, ça arrive souvent quand quand on a des parents qui sont très très forts, on va dire en termes de personnalité. Ok, bah, tu voulais être réalisatrice, bah, au final c'était peut-être pas la voie à suivre à ce moment-là. Ensuite tu es rentrée dans la communication et qu'est-ce qui t'a emmené vers l'entrepreneuriat? Bon, l'entrepreneuriat s'est fait avant même que j'arrive au Québec. Déjà depuis, je pense que ma première action entrepreneuriale concrète, je devais avoir l'âge de 7 ans. Alors moi, je vivais avec ma mère au Sénégal, qui en Afrique de l'Ouest est quand même l'un des pays qui est assez développé. Et un bon matin, son travail l'envoie en affectation au Niger. Et donc on y va, et le Niger était tout un autre monde en fait. Et j'avais beaucoup eu de mal à m'adapter. Et je m'étais rendu compte d'une chose, il faisait extrêmement chaud à Niamey, là où on était. Et je me suis aussi rendu compte que chez mes voisins, chez mes amis, tout le monde n'avait pas forcément de congélateur, ce que nous, on avait à la maison. Et je voyais qu'ils cherchaient parfois pour avoir de l'eau fraîche, il fallait attendre, Et là, je suis rentrée à la maison, j'ai mis de l'eau dans des sachets et je les ai mis au congélateur. Et j'ai placardé, parce que c'était plusieurs immeubles dans un même espace, et j'ai placardé ici vente de glace. Ici vente de glace. Et donc, j'avais des flèches qui indiquaient par où trouver de la glace. Et un jour, maman rentre, elle voit des gens, elle voit des affiches. Elle dit, oh, il y a quelqu'un qui vend de la glace dans le quartier. Et donc, elle suit les flèches, elle monte les escaliers jusqu'à ce que la dernière affiche soit sur sa porte. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte que sa maison était devenue un commerce. Et là, elle rentre, elle me dit, mais c'est quoi toutes ces affiches? Je lui dis, oui, en fait, là, j'ai décidé de vendre de la glace. Et tu vois, j'ai déjà fait 500, parce qu'il y a des gens, je vendais mes sachets à 50 francs. J'ai dit, il y a déjà des gens qui sont venus acheter. Et j'étais tellement fière de moi. Pour moi, les pièces, c'était tout un monde. Hein. Juste avoir des pièces, pour moi, c'était un pouvoir extraordinaire parce que quand j'allais à l'école, j'achetais des choses à mes amis, puis eux, ils se plaignaient que leurs parents leur avaient rien donné. Et puis moi, j'étais très fière de dire que c'était mon argent et que c'était pas mes parents qui me l'avaient donné. Donc, on pouvait faire ce qu'on voulait avec mon argent. Et je pense que c'est là que j'ai pris ce goût-là de l'indépendance financière. Parce que juste avec 500 francs, je me suis rendu compte que je pouvais acheter ce que je voulais. Et quand maman me disait non, je disais, mais maman, c'est mon argent. Et ça avait un goût tellement délicieux que je n'ai jamais arrêté, en fait. Donc après cette expérience-là, tu as continué à avoir développer des projets de ce genre-là? Oui, en fait, c'était très simple. Hein. Après la glace, j'ai diversifié mes produits. C'était de la crème glacée. Donc, je mélangeais juste du yaourt et des bananes, quelque chose que maman faisait à la maison. Et j'ai commencé à vendre ça donc, dans le quartier. Je lui ai dit de m'apprendre la recette. Et j'ai vendu ça dans le quartier. Une fois qu'on a quitté le Niger, je suis rentrée au Sénégal. La situation était un peu différente, donc je ne pouvais pas vraiment faire quoi que ce soit. Donc là, j'étais vraiment concentrée sur mes études parce que j'étais une élève comme tout le monde. Et mes activités entrepreneuriales, je me souviens, je les avais faites au Québec. Parce que quand je venais en vacances, mon père y travaillait, il fallait bien me trouver quelque chose à faire. Et il m'inscrivait au YMCA. Et on avait des activités au YMCA où tous les enfants étaient là, on faisait des activités et tout. Et moi, je suis venue avec des pastels. Okay. Donc des pastels, c'est quelque chose qui se fait au Sénégal. C'est du thon ou du bœuf qu'on enrobe dans un pâté. Et puis voilà. Et moi, je les vendais à $1 à mes collègues au YMCA au camp du jour. Je les vendais à $1 et puis tout le monde était très content de venir avec son petit dollar le matin. Qu'est-ce que tu manges? Je vais prendre un pâté chez Honorine. Ben voilà. Okay, donc tu ne perds jamais le nord. Dès que tu arrives quelque part, il faut que tu vendes quelque chose. Tu sais, quand je suis arrivée au Québec, même si je n'ai pas entrepris tout de suite, quand je suis arrivée, quand j'ai commencé mes études et que mon emploi du temps était clair, ma première préoccupation, c'était de trouver un emploi. Parce que je ne supportais pas de devoir attendre
après quelqu'un, donc dans ce cas-là mes parents, pour pouvoir m'offrir ce que j'avais envie de m'offrir. Ok. Donc, avec tous ces différents projets, quel a été celui dont tu es peut-être la plus fière? Le projet dont je suis le plus fière, c'est Miss Kaby. Ok. Miss Kaby, Qu'est-ce que c'est? en fait, c'est toujours une plateforme où je réunis des créateurs qui s'inspirent des cultures africaines dans leur design, en fait. Et je pense que je suis vraiment fière de Miss Kaby parce que c'est parti de façon très instinctive. Il n'y avait aucun projet, il n'y avait aucun plan. Il y avait juste une volonté de poser une action. Une action en emmenant une autre, en emmenant une autre, en emmenant une autre. J'ai vécu des expériences incroyables et quand j'y pense aujourd'hui, je me dis mais waouh! Et je ne pouvais pas imaginer que ça irait si loin. Après Miss Kaby, parce que pour la petite information, Honorine est la fondatrice aussi de l'événement Afropop Beauty, qui est un gros événement sur, on va dire, sur la beauté africaine. Je pense que, en tout cas, d'après ce que je saisis, c'est venu à la suite de Miss Kaby. Oui. Donc, qu'est-ce que ça t'a pris de te lancer dans un événement de cette envergure, de faire un salon, peut-être basé un peu sur ce qui se fait peut-être aux États-Unis ou en France, parce qu'à Montréal, à mon souvenir, je ne connaissais pas ce type d'événement-là. Comment tu t'es décidé à te lancer là-dedans? En fait, maintenant que tu me poses la question, Teddy, je me rends compte que les choses dont je suis le plus fière, c'est des choses que j'ai faites vraiment de façon instinctive parce que j'ai pas calculé le pop-up beauty, vraiment pas du tout. Miss Kaby, en fait, ça a commencé et ça a tellement évolué depuis la première idée jusque 4 ans, 5 ans plus tard. Moi, j'avais juste... Ma première volonté, c'était de faire en sorte que les créateurs soient beaucoup plus disponibles, que leurs produits soient beaucoup plus disponibles auprès de la population montréalaise. Et je me rendais compte qu'ils n'étaient pas à temps plein dans leur entreprise. Ça pouvait être compliqué de se procurer leurs produits. Donc, je leur ai dit, écoutez, moi, je vais m'occuper de cette partie-là. Vous faites ce que vous savez faire le mieux, créer, et moi, je vais faire ce que je sais faire de mieux, communiquer, vendre, etc. Et donc, j'ai commencé à organiser des petites ventes privées dans mon 3,5. Il n'y avait pas de décoration chez moi parce que ça ne servait à rien. Je transformais mes murs en boutique, j'accrochais des trucs, etc. Et j'organisais des ventes privées chez moi et je pouvais recevoir 30, 40 femmes dans la même journée sur rendez-vous qui venaient chez moi et on s'asseyait, elles achetaient, on papotait. Du coup, je connaissais leur vie, je me faisais de nouveaux amis, je savais ce qui leur plaisait. Elles achetaient, comment dire, de façon très simple chez moi parce que je n'avais pas de produit à moi. Donc j'étais là et je leur proposais en fonction de ce qui leur allait elles, mais pas parce que c'est mon produit à moi. Et c'était vraiment des moments très, très, très agréables. Et à un moment, je me suis dit, il faut que je me concentre sur les nouvelles technologies parce qu'à cette époque-là, j'y pensais pas du tout. Et je me suis dit, j'aimerais ça faire un marketplace, comme ça, j'aurais plus à avoir des vêtements à la maison, à avoir des gens qui viennent à la maison, parce que c'est vrai que c'était aussi épuisant. Et les gens iront en ligne tout simplement. Et j'ai tellement travaillé sur le projet en ligne que j'ai eu cette déconnexion-là à un moment avec toutes ces femmes que je recevais. Et je me suis dit, je vais refaire un événement, puis ok, je vais le faire à la maison. Je me suis dit non, je ne vais pas le faire à la maison. Je vais prendre une toute petite salle, tranquille, et puis elles vont venir. Ok, je vais prendre une salle un peu plus grande. Bon, finalement, on va prendre telle salle. Et cette salle était énorme. Et je me suis retrouvée avec une équipe d'une 15aine de personnes, alors que j'avais toujours organisé ça toute seule. Je me suis retrouvée avec des commanditaires, des gens qui venaient de la France, de Philadelphie, de New York. Mais j'ai pas compris en fait. J'ai juste pas compris comment ça avait juste switché. Et je pense que c'est parce que c'était quelque chose de pas du tout planifié, de très naturel, de très instinctif. Je pense que j'étais sincère en fait. Et que c'est pour ça que ça a donné cette dimension-là.
C'est particulier, c'est particulier le processus par lequel tu es passé. En même temps, on a eu d'autres interviewés qui nous parlaient plus ou moins de la même chose. Mais dans ton cas, c'est comme si tu prenais les décisions les yeux fermés. Je vais résumer ça comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est inconscient, mais c'est juste que en t'entendant, tu lâches prise, tu prends ta décision et après, les choses se font d'elles-mêmes et tu t'ajustes au fur et à mesure. Oui, effectivement, parce que si je me souviens bien, la première fois que j'ai organisé l'événement, pourquoi je faisais ça chez moi, c'est parce que je ne voulais pas dépenser. Je me suis dit, ma seule dépense, ça va être le vin et le fromage que j'offre à mes invités quand ils arrivent. Et là, je me suis dit, je vais faire ça. Puis j'ai déjà commencé à créer mon équipe et tout. J'avais même pas fait de budget. Je savais pas combien ça allait me coûter. C'était vraiment très... comme je le dis, je donnais pour donner. Et on a pris la salle, mais après, on n'avait plus rien pour faire autre chose. Puis là, il y a Tangerine qui est venue supporter l'événement, ce à quoi on s'attendait pas du tout. Il y a plusieurs créateurs qui ont payé leur espace, qui nous ont fait confiance pour cette première édition. Et c'est ça qui a fait que finalement, ça s'est déroulé en fait. Mais au départ, il n'y avait pas tous ces calculs. J'avançais tout simplement, puis j'avais su m'entourer de personnes qui avaient envie de me suivre dans cette aventure-là. Ok. Avec ce projet passé, puis ton envie d'être partout au niveau des différents projets, communication, donc on va dire consultante, entrepreneur, est-ce qu'il y a un nouveau projet qui t'excite en particulier? Écoute, en ce moment, après plusieurs années à entreprendre, je suis passée par un moment où je me suis dit « j'ai envie de prendre une pause. J'ai envie de m'asseoir et de regarder tout ce que j'ai fait et de voir en fait qu'est-ce que je pourrais mieux faire dans le futur, comment est-ce que je pourrais m'ajuster, si y a des choses que je devrais reprendre ou refaire, comment est-ce que je les ferais. Et par rapport à Miskabi, c'est dans cette étape-là que je suis, mais surtout je me suis rendu compte que parfois on a une idée, puis on ne se rend pas compte qu'en fait que c'est la première brique de quelque chose de beaucoup plus grand, parce que la vision que j'avais de Miskabi et la vision que j'ai de Miskabi aujourd'hui est complètement différente. Par contre, je ne pense pas que je serais arrivée à cette vision-là si j'étais pas passée par toutes ces précédentes étapes. Donc je suis rendue à un moment où, par rapport à ce projet-là, je m'assieds et je vois finalement qu'est-ce que je peux offrir réellement qui va avoir de la valeur. Où est-ce que je mets mes énergies pour ne pas me disperser et vraiment apporter un changement dans ce milieu-là. Oui. Quand tu prends cette décision de te lancer dans un projet, dans quelque projet que ce soit, et puis de continuer, qu'est-ce qui te permet de continuer? Qu'est-ce qui te permet de... Parce que là, tu as commencé avec Miskabi, ça a bougé, tu es allé vers autre chose, donc tu as fait preuve de flexibilité d'une certaine manière. Mais qu'est-ce qui te permet, qu'est-ce qui te donne cette force de continuer à vouloir t'ajuster? Tu pourrais dire à un moment donné, je suis fatigué, j'ai lancé mon projet, ça ne marche pas comme ça, comme j'aimerais que ça marche. Bon, je ferme la porte, j'arrête les pédales. Mais pourquoi tu continues? Personnellement, maintenant que tu me poses la question, je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé la question, pourquoi je continue ou est-ce que j'abandonne? Déjà, le projet il est venu naturellement, c'était un constat. Donc, je ne m'attendais même pas à entreprendre dans ça. Ce sont les circonstances qui ont fait que finalement, je me suis lancée dans ça. Le fait de faire une pause, c'est les circonstances qui ont fait que je fais cette pause. Et justement, tu parles du fait de savoir se lancer, mais il y a aussi l'importance de savoir faire une pause pour voir le premier pas qu'on a fait, finalement, où est-ce qu'il nous a mené, puis est-ce qu'on va dans la bonne direction. Et là, j'annonce, je ne sais pas à quel moment tu vas publier ce podcast-là, on a fait 3 éditions du Pop-Up Beauty, et là, pour la 4e édition, j'ai décidé de ne pas le faire. Et c'était une décision très, très difficile, parce que, quelque part, il y a une question d'ego qui entre en jeu. « mais je ne vais pas le faire parce que sinon, qu'est-ce que les gens vont dire ?» Donc, on se force à vouloir le faire, etc., etc. Mais une fois qu'on sait pourquoi est-ce qu'on prend certaines décisions, elles deviennent beaucoup plus simples. Et moi, ce qui me pousse à continuer, c'est que j'ai une vision tellement grande et cette vision-là, elle brille tellement que
je me pose pas la question, est-ce que j'arrête? Est-ce que pour moi, chaque étape du processus, que ce soit des réussites, des échecs, des pauses, des réorientations, pour moi, c'est juste le chemin qui mène à la vision que j'ai de mon projet. Donc tu vois que de la lumière partout. Il n'y a pas un moment donné où tu es dans l'obscurité et puis tu commences à dire, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de bien faire? L'obscurité, elle est partout. L'obscurité, elle est partout. Et ça, je pense que tous les entrepreneurs le savent. Après, je pense que l'entrepreneur, il porte une lumière avec lui, puis il essaie d'amener de la lumière dans ces zones d'ombre. Mais c'est vrai qu'il y a de l'obscurité, des moments où on se pose des questions, des moments où on a envie d'abandonner, des moments où on se dit pourquoi on souffre tant. Tous nos amis travaillent, ils ont leur salaire, puis ils voyagent, puis toi, tu es là à galérer. Tout ce que tu gagnes, tu le mets dans ton projet. Ça te suce. Tu te demandes qu'est-ce que tu fous, puis les gens sont là, puis ton projet. Tu sais, ils ont un geste avec leur tête qu'ils font quand ils te posent cette question. Et toi, tu dois toujours... ça va. Oui, ça va, j'ai fait telle chose. Mais c'est quand tu te retrouves face à d'autres entrepreneurs que tu peux réellement te livrer et dire, ah, tu sais, j'ai eu telle affaire. Et puis là, on se réconforte. Mais l'obscurité, elle est partout. Mais je pense que c'est pour ça qu'on entreprend. C'est pour apporter la lumière dans ces zones d'obscurité. Donc quand tu es dans ces phases d'obscurité, quel est le premier réflexe que tu as pour réallumer comment on peut dire, réallumer la lumière? Bon, c'est pas beau, mais allumer de nouveau la lumière. Ben écoute, je vais pas te mentir. Quand je suis dans l'obscurité, je broie cette obscurité-là, je l'absorbe. Je l'absorbe, mais réellement. Donc là, je la fais rentrer par mes pores, je la respire. J'en prends conscience et je me dis, ok, là, je prends conscience que je suis vraiment pas dans un bon endroit. Et c'est cette obscurité-là que j'engloutis. Ça peut prendre une certaine période et que finalement, je transforme en lumière. Et parfois, ça prend un déclencheur. Parfois, ça prend moins de temps. Parfois, ça prend plus de temps. Et ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, en fait, de cette obscurité-là. Parce que parfois, quand on en sort, mais je sais pas, c'est comme si... on s'était baigné dans une autre source ou je sais pas, mais ça fait partie du parcours en fait, ces zones d'obscurité-là. Et parfois, c'est de là que surgissent les meilleures idées, les meilleurs projets, qu'on a encore plus la force de se lancer, de se relancer. Donc, moi, c'est pas des choses qui me font peur parce que tant qu'on a peur de ces obscurités-là, je pense qu'on n'arrive pas à en profiter. Donc, voilà. Oui. Question pour toi. Quelles sont les trois valeurs fondamentales en tant qu'entrepreneur? Si tu avais à en choisir trois, quelles seraient-elles? Alors, mes valeurs, je te dirais la sincérité envers soi-même. Ça, je l'ai dit tout à l'heure parce que je me suis bien rendu compte que toutes les fois où j'ai voulu faire quelque chose de parfait, de calculé, et puis on en parlait tout à l'heure, ça bloque, ça n'avance pas comme je veux et même le résultat. Bref, mais quand je le fais vraiment avec sincérité, avec innocence presque, j'ai envie de dire, ça coule tout seul. Ça, je l'ai remarqué, ça coule tout seul. Donc, le fait d'être sincère envers soi-même, de le faire pour soi-même et de sincèrement vouloir apporter une valeur sur notre environnement, etc., je pense que ça donne quelque chose, ça donne un sens à notre projet, donc la sincérité. Je vais juste t'interrompre parce que c'est très puissant ce que tu es en train de dire en termes de sincérité, mais est-ce que tu auras un exemple de la dernière fois que tu as été sincère? La dernière fois que j'ai été sincère... Sur un projet, parce que comme on parle de projet, et puis tu t'es connecté, tu n'as pas réfléchi récemment et tu t'es lancé. Tu as connecté avec ton bébé. Écoute, c'est drôle parce que c'était pas mon projet à moi, la dernière fois. C'était juste après l'Afro Fashion Expo, mais pour parler d'un autre, qui est le Pop-Up Beauty, juste pour parler d'un autre projet, c'est l'Africa Web Festival. Alors, c'est un projet qui se déroule en Côte d'Ivoire et que je connaissais pas vraiment. Et moi, ce que je voulais, c'était aller explorer autre chose. Et justement, on parle d'entrepreneurs, souvent c'est nous qui sommes au cœur du projet, mais c'est très intéressant pour un entrepreneur d'aller dans le cœur d'un autre entrepreneur. Et c'est l'exercice que j'ai fait et
Et j'y suis allée avec beaucoup de sincérité. Pourquoi? Parce que c'était une expérience qui se déroulait en Afrique, dans un autre environnement, dans un autre contexte et avec d'autres façons de faire. Et la première fois que j'avais eu ce genre d'expérience en Afrique, je ne vais pas le cacher, j'y allais avec une grosse tête. J'y suis allée avec une grosse tête. Je suis à l'extérieur, j'ai acquis tellement de compétences, j'ai eu tellement d'expérience, alors je viens pour vous sauver. C'est comme ça que je suis rentrée. Tu étais une occidentale? Oui, 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 oui. Et ce qui est génial, je le dis maintenant parce que j'ai grandi, ça m'est retombé en plein sur la face et ça m'a laissé des marques sur le visage. Et j'ai compris, je me suis dit, mais comment j'ai pu penser comme ça, sachant que moi-même, je me plains des gens qui se comportent comme ça. Alors, j'avais une approche totalement différente quand je suis arrivée à l'Africa Web Festival. J'étais venue sincèrement pour apporter ce que je pouvais apporter selon leurs besoins à eux. Et j'étais venue apprendre pour comprendre comment est-ce que là-bas, on organise un festival d'une telle envergure. Moi, je l'organisais à Montréal, mais j'étais curieuse de savoir là-bas comment ça marche. Et quand je suis arrivée, je n'ai fait qu'observer. Et je ne faisais que demander en quoi est-ce que je peux vous aider. Et même si pour moi, ça n'avait pas de sens, que je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on me disait ça, que j'avais envie d'interrompre ou de réagir et de dire « mais non, pourquoi on fait ça comme ça, on devrait le faire comme ça », je faisais simplement ce qui m'était demandé, j'apportais mon opinion, c'était à eux de décider s'ils la prenaient ou pas. Et on m'a laissé énormément de place, une place que je n'attendais pas, et je me suis éclatée. Je me suis éclatée en tant qu'intrapreneur dans le projet d'un autre entrepreneur. Et c'était d'une beauté incroyable. Waouh, ok. Donc ça, c'est la dernière fois que tu as ressenti, tu as été connecté avec cette sincérité entrepreneuriale. Oui, vraiment. Et pour faire suite à la sincérité, quelle serait la deuxième valeur qui te touche particulièrement dans ce type de projet? Écoute, la deuxième valeur, je dirais la résilience. Pour quelqu'un qui est quand même entêté comme moi, comment entêté. dire? Oui, oui, oui. Je l'admets maintenant ouvertement. Tu as le scoop. Je trouve que c'est une valeur, c'est une qualité dont un entrepreneur peut réellement profiter. Donc la résilience, parce que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Et pour les gens qui souffrent de la maladie de la planification comme moi, moi je planifie tout. C'est-à-dire, j'aimerais que tout soit comme mes plans. Juste pour te donner un exemple, décembre 2018, alors je planifie janvier 2019, février 2019, mars 2019. Toute mon année est planifiée. Et à la fin de l'année, quand je lis mon plan, j'éclate de rire parce que ça n'a tellement rien à voir avec ce qui s'est réellement passé. Mais ça nous permet de nous ajuster quand les choses ne se passent pas comme on veut. Vraiment, ça fait du bien. Ça veut dire que tu es une mauvaise planificatrice? Non, c'est pas que je suis une mauvaise planificatrice, parce que finalement, ce que je veux faire se fait, mais ça ne se fait pas forcément de la façon dont je l'avais imaginé. Et parfois, ça se fait de façon très surprenante. Donc, il faudrait que tu postes une offre d'emploi pour chercher un planificateur. Oui, peut-être. Mais j'aime beaucoup ça parce que j'ai la colonne vertébrale, je sais ce que je veux. Mais après, comment ça se produit? Parfois, la vie est tellement pleine de surprises. Il faut laisser de la place à cette surprise. Oui, effectivement. Sincérité. De l'autre côté, ta deuxième valeur, c'était, on va dire, résilience. Pour qu'on va dire, contrebalancer ton entêtement, si on peut dire ça comme ça. Quelle serait la troisième valeur dans ce cas? Mais écoute, ça va beaucoup avec ce que je disais tantôt, parce que récemment, j'ai appris à lâcher prise. Ah bah c'est bien, tu es déjà en train d'être en plein exercice. Dernièrement, j'ai appris à lâcher prise. Et je vais dire en tant qu'entrepreneur, parce que dans mes projets d'entreprise, j'ai beaucoup été seule à prendre les grosses décisions. J'étais entourée de personnes qui étaient là de façon ponctuelle, avec qui je travaillais pour des raisons bien précises, mais c'était clair que c'est moi qui prenais la décision finale. Okay. Et là, avec l'Afro Fashion Expo, donc Pop-Up Beauty,
j'ai laissé la place à d'autres personnes de prendre des décisions. Et ça soulage tellement, ça soulage, mais de façon incroyable. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié. Mais pour rester dans cette valeur-là, le lâcher-prise, quand je parlais de pause tout à l'heure, en tant qu'entrepreneur, de mon expérience, j'avais l'impression qu'il fallait toujours que mon hamster soit en train de tourner. Tout le temps. Je devais prendre des décisions, je devais être partout en même temps. On se rapportait toujours à moi pour prendre des décisions, parce que bon, je voulais prendre des décisions, donc forcément on me les renvoyait. Tout le monde me demandait, mais je dis, mais prends la décision. Mais non, Honorine, toi, qu'est-ce que tu en penses? Donc c'est épuisant. C'est très épuisant et ça use à un certain moment. Et je pense que c'est pour ça que je voulais aller ailleurs et m'investir dans le projet de quelqu'un d'autre, où je ne serai pas cette personne-là au centre de l'attention, à qui on demande tout le temps son avis, qui ne peut pas dormir, s'il faut tout le temps que ça roule, il faut toujours trouver des solutions, etc. Et dans ce projet-là, dans cet exercice-là, j'ai aussi appris à lâcher prise, donc à m'abandonner et de juste servir les autres, ne pas me faire servir, mais de servir également les autres. Et ça, je reviens sur cette expérience-là, ça fait énormément de bien. Et je ne sais pas qui va écouter ça, mais en tant qu'entrepreneur, souvent on reçoit beaucoup des gens autour de nous et on est tellement concentré sur notre projet qu'on ne prend pas le temps de redonner aux autres. Et je vous assure, quand on prend le temps qu'on pense ne pas avoir pour redonner, se lâcher, c'est tellement libérateur et on revient vraiment beaucoup plus fort. Waouh, c'est puissant ce que tu es en train de dire là. Je partage, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de ton parcours, mais je partage fondamentalement cette approche parce que pour moi, pour gagner, pour recevoir, il faut donner. Si tu donnes d'abord, tu as plein de choses qui vont arriver par la suite et le fait d'arriver à ce stade-là, c'est pas un stade facile parce que quand on est en affaires, on est poussé par une pulsion et puis cette pulsion-là nous pousse à vouloir convaincre tout le monde et on n'est pas concentré sur ce que l'autre veut. Si tu es déjà arrivé à ce stade-là, c'est que tu es déjà à l'échelle karaté, ceinture noire, je sais pas, mais c'est vraiment une vraie leçon d'entrepreneur que de pouvoir écouter ce que veulent les autres avant de penser qu'à soi. Je terminerai peut-être par 2 autres questions. S'il y avait une nouvelle valeur que tu aimerais, une nouvelle compétence que tu aimerais développer, quelle serait-elle? Écoute, une compétence. Ou une valeur des 3 que tu as citées que tu aimerais plus intégrer dans ta vie ou dans ta prise de décision entrepreneuriale? Le lâcher-prise, je pense que je vais continuer à travailler là-dessus parce que la sincérité m'a toujours guidée. J'ai réussi à m'adapter à des situations qui se sont déroulées pas du tout comme prévu. Donc, du côté de la résilience aussi, je pense que je m'en sors pas mal. Mais le lâcher-prise, c'est quelque chose sur... je veux vraiment travailler là-dessus parce que je me suis rendu compte ces dernières années que je voulais beaucoup prendre le contrôle sur les choses, que je voulais que les choses soient parfaites, etc. Et quand je compare, maintenant que je te parle, je me rends compte que les fois où ça marchait, c'est les fois où j'ai juste été sincère, que j'ai pas trop planifié et une chose en a entraîné une autre. Donc je pense que je vais continuer à travailler sur le lâcher-prise et à faire des choses sans avoir peur du jugement extérieur, juste pour m'amuser. Ah, c'est impeccable. Ma dernière question, c'est toujours celle que je pose aux interviewés, c'est: il y a des auditeurs qui écoutent l'émission et puis qui font face à des situations de se dire, ok, est-ce que je vais vivre ma passion? Je ne le fais pas, j'ai envie de prendre le risque, mais j'ai peur. Et le fait de parler avec des entrepreneurs ou avec d'autres personnes, parce qu'un entrepreneur, c'est un agent de changement, avec un agent de changement, c'est de savoir, ok, qu'est-ce qu'il pourrait donner comme conseil pour aider les personnes à passer de l'autre côté du fleuve? Écoute, parfois on passe de l'autre côté du fleuve sans même s'en rendre compte. Je pense que quand on trouve quelque chose qui nous allume vraiment, il n'y a pas de question.
Il y a pas, c'est simple. Moi, je dis quand les choses sont simples, c'est sur ces choses-là qu'il faut s'accrocher. Donc, quand on se pose trop de questions, ok, mais je me lance, c'est trop de questions. C'est trop de questions. Je le dis aujourd'hui parce qu'il y a des projets sur lesquels je ne me suis pas posé de questions, comme je le dis encore, et ça a super bien allé. Et ceux sur lesquels je me pose trop de questions, je me rends compte que ça bloque et ça peut durer des années sans qu'on ne s'en rende compte. Alors le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, puis qui hésite, etc., c'est de voir le pas le plus simple en fait. Quel est le pas le plus simple que tu peux faire demain qui va te conduire vers là où tu veux aller. Parce que finalement, tout commence par un pas. Moi, mon premier pas, c'était d'organiser une vente privée dans mon salon. 3 ans plus tard, je l'organisais au Théâtre Rialto de Montréal. Tout est parti d'un pas. Wow. Et puis, tout est parti d'un sac de glace. Et tout est parti d'un sac de glace. Je pense que c'est une superbe conclusion de voir la jeune enfant Honorine à 7 ans qui vendait des sacs de glace, qui est devenue une entrepreneur, une entrepreneur de talent. Ce fut une superbe entrevue. Et puis, je te remercie Honorine d'être venue pour cette interview. Ce fut un agréable moment. Et on se dit prochainement pour une nouvelle émission. Peut-être que tu auras un mot de la fin, peut-être tu as une activité, as-tu une plateforme où tu aimerais que les gens te suivent, etc. Écoute, mon mot de la fin, c'est de te remercier de m'avoir invité parce que c'était toute une surprise. C'est mon premier podcast. Deuxièmement, j'invite tous ceux qui nous écoutent à continuer d'écouter les podcasts parce que moi, je passe beaucoup de temps dans les transports en commun. Puis les podcasts, j'adore ça. Puis on peut vraiment y trouver des perles. Et la plateforme sur laquelle on peut me retrouver, je suggère aux personnes de me suivre sur LinkedIn en attendant que je fasse des annonces très intéressantes prochainement. Donc on mettra le profil d'Honorine sur la vidéo YouTube et puis sur les différentes plateformes pour que vous puissiez la suivre. Je vous remercie de nous avoir écoutés. On se dit à la prochaine. Bye bye. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Je me lance. N'oubliez pas de visiter notre site internet au www.jemelance.ca ou encore visiter nos médias sociaux.